Donald Trump et Elon Musk viennent d'annoncer la possibilité d'un dividende Doge, où chaque contribuable recevrait un chèque de 5 000 $. On envisage même un nouveau concept où nous donnerions 20 % des économies en Doge aux citoyens américains et 20 % iraient au remboursement de la dette. Cela va-t-il créer un boom économique? Est-ce que le contribuable américain va être dans la panade? 5 000 $ de plus? Ou cela pourrait-il éventuellement créer une inflation des prix à la consommation? Je vais révéler les réponses en 3 étapes, simples et rapides. Étape numéro 1, passons en revue les options qu'ils ont avec. C'est économie en Doge, en supposant que cela se concrétise vraiment. C'est une hypothèse que nous allons faire pour cette vidéo. Donc, j'aurais probablement dû mettre économie ici au lieu de dividende, mais vous comprenez de quoi nous parlons. Donc, ils ont une option. Faites-vous ce dividende un paiement au contribuable ou prenez-vous l'argent pour réduire le déficit? Passons en revue ces différentes options. Regardons le bilan ici. Et je pense que la conclusion va surprendre beaucoup d'entre vous, car la réaction initiale est du genre « Ouais, j'ai payé l'argent, redonnez-le-moi. » Et moi, je comprends tout à fait. Comme pour tout, le diable est dans les détails. Commençons par examiner un exemple très simple. Nous allons supposer que les dépenses globales, les dépenses gouvernementales, s'élèvent à 100 $. Nous allons également supposer que le gouvernement vole. En d'autres termes, impose des taxes, c'est 50 $. Et ensuite, ils doivent emprunter 50 $ supplémentaires pour dépenser les 100 $. Maintenant, Elon Musk arrive avec le Doge et les grosses couilles. Je pense que c'est comme ça qu'ils appellent le gars, d'accord? Mais ils trouvent un moyen d'économiser 5 $. Donc, encore une fois, ils ont une option. Distribuez-vous ces 5 $ à, disons, le contribuable Tim ou réduisez-vous le déficit. Ou peut-être, dit autrement, réduisez-vous le montant des emprunts. Alors, allons-y et réfléchissons à cela. Donc, cette économie de 5 $ signifie que le gouvernement dépenserait 95 $, soit 5 $ de moins. Maintenant, il est vrai, et je mets un peu cela entre parenthèses, que les dépenses globales, y compris le secteur privé, seraient toujours, disons, de 100 $, car il est probable que le contribuable Tim pourrait dépenser cet argent par lui-même. Et si on vous donnait le choix entre ça et ce que nous avons aujourd'hui, évidemment, c'est beaucoup mieux. C'est sûr, parce que qui ne voudrait pas que le contribuable ait le contrôle sur la façon dont il dépense son propre argent. Eh bien, revenons à l'exemple. Et donc, si cette économie de 5 $ a été trouvée par Elon Musk, Doge et M, les grosses couilles en personne, alors les dépenses gouvernementales, comme nous l'avons dit, descendent à 95 $ et le vol du gouvernement, c'est-à-dire les impôts, descendrait à 45 $. Mais remarquez, l'emprunt du gouvernement resterait exactement le même. Et c'est crucial à comprendre. Regardons le bilan du contribuable Tim, en supposant que le dividende de 5 $ lui soit attribué. Eh bien, Orset is actif, augmenterait de 5 $. C'est vrai, mais le côté passif du bilan aurait également 5 $. Pourquoi? Parce que pour le déficit, le gouvernement doit émettre des bons du Trésor d'une valeur de 5 $. En d'autres termes, c'est emprunter les 5 $ pour les donner à Tim. Donc, à la fin de la journée, si vous regardez cela exclusivement à travers le prisme du bilan, Tim n'est vraiment pas mieux loti. Parce qu'il a 5 $ supplémentaires en actifs, mais il a aussi 5 $ supplémentaires en passifs. Maintenant, si vous ne suivez pas complètement, ne vous inquiétez pas, car d'ici là, cela va devenir parfaitement clair. Alors, allons-y et regardons le prochain exemple, où au lieu de payer le dividende Doge, ils réduisent en fait le déficit. Donc, dans ce cas, vous avez les 5 $ d'économie juste ici,
au lieu d'aller au contribuable Tim, cela irait pour réduire ces $50. Donc maintenant, les dépenses globales passent à $95. Le vol est toujours à $50, mais l'emprunt est à 45. Alors, que se passerait-il avec le bilan du contribuable Tim? Eh bien, il n'aurait pas ces $5 ni les $5 de dette. En d'autres termes, qu'il verse des dividendes ou réduise le déficit à court terme en considérant simplement la situation. Sous l'angle du bilan, le contribuable Tim ne s'en sort pas mieux. Il est vraiment dans la même position exacte. Mais nous n'avons pas encore fini. Allons un peu plus loin. Et c'est là que ça devient vraiment excitant et où je serai en fait très optimiste. Supposons un instant que nous n'ayons pas de déficit parce que le Doge est si efficace ou augmente l'efficacité du gouvernement si bien qu'il réduit le montant des dépenses au point que nous n'avons plus besoin d'emprunter de l'argent que nous dépensons. Quoi que nous collectons en impôts, que ce soit des droits de douane, des revenus, des taxes foncières ou quoi que ce soit d'autre, et nous ne dépensons pas un centime. De plus, donc, nous n'acceptons aucune dette supplémentaire. En d'autres termes, il n'y a pas de dépenses déficitaires parce que nous avons pris toutes les économies du Doge. Et au lieu de rendre cela aux contribuables Tim, nous avons réduit le déficit. Je pense que j'ai été assez clair. Alors, que se passerait-il? Maintenant, les dépenses gouvernementales, disons qu'elles, s'élèvent à $50 et ils trouvent encore $5 d'économie. Ça continue encore et encore. Et ensuite, bien sûr, nous réduirions les dépenses gouvernementales, donc cela diminuerait de $5. Donc maintenant, nous sommes à $45 ici. Mais ensuite, nous pourrions réduire le montant du vol que le gouvernement commet par le même montant. Cela nous ramène à $45. Donc nous sommes toujours en équilibre. Mais maintenant, ces $5 vont dans le bilan du contribuable Tim. Et maintenant, regarde à quel point il est heureux. Regarde ici, et ici, il est un peu indifférent parce que son bilan ne change vraiment pas. Et on ne gagne aucune équité. Même s'il reçoit de l'argent ici, il obtient une responsabilité supplémentaire. Mais ici, il reçoit de l'argent, mais pas de responsabilité supplémentaire. Donc, encore une fois, si nous regardons cela strictement à travers le prisme du bilan, il est évident quelle étape devrait venir en premier. Ce n'est pas le dividende. Cela réduit le déficit parce que ce n'est que si le déficit est réduit à zéro que les économies apporteront réellement un bénéfice net aux contribuables. Tim, mais je veux être parfaitement clair parce que je sais que beaucoup de gens vont mal interpréter ce que je dis. Si j'avais le choix de continuer avec la façon dont nous avons fait les choses aux États-Unis au cours des dernières, 3, 4, 5, 6, 7, 10 décennies, je veux dire, ce gaspillage gouvernemental a été constant. Si j'avais le choix entre ça et ça, je prendrais définitivement. Prends ça. Ce que je dis, c'est que si tu économises les $5, c'est suboptimal. Ce vers quoi nous devrions tendre, c'est d'abord ça. Et ensuite ça. Étape numéro 2. Donc, nous avons examiné le dividende par rapport à la réduction du déficit à travers le prisme du bilan. Mais maintenant, allons-y et prenons du recul pour examiner l'économie. Pour commencer, regardons un graphique du PIB réel. Revenons à 1950, mais nous n'allons pas prêter attention à cela. Nous voulons nous concentrer sur ce qui se passe plus récemment. Et actuellement, le PIB réel aux États-Unis est d'environ 23 trillions de dollars. D'accord? Donc, si nous devions faire un dividende, le dividende Doge, est-ce que cela aurait un impact sur le PIB? Probablement pas, parce que tu prends simplement des dépenses du gouvernement et tu les remets dans le secteur privé en supposant que nous avons le même montant de dépenses. Alors, avec le PIB, c'est essentiellement un équilibre
Mais que se passerait-il si nous réduisions le déficit? D'accord. Eh bien, nous avons ici deux composants de l'équation, les dépenses gouvernementales et les dépenses du secteur privé. Donc, cela réduirait les dépenses gouvernementales et les dépenses du secteur privé, en supposant que cela reste le même, le PIB irait en fait à la baisse. Nous aurions une contraction, ce qui entraînerait probablement une récession. Et je ne dis pas que c'est bien ou mal. Rappelez-vous, encore une fois, nous passons juste en revue les compromis ici. Comme nous l'enseigne Thomas Sowell, il n'y a pas de solution, il n'y a que des compromis. Alors, déterminez lequel est meilleur et lequel est pire. Nous devons passer par là. Processus. D'accord, maintenant, regardons ce que cela pourrait faire à l'inflation des prix à la consommation. Donc, nous devons commencer par poser la question. Qui paie tous les impôts que, soi-disant, le dividende Doge rembourserait? Eh bien, nous regardons ce graphique de taxfoundation.org et nous pouvons voir qu'environ 90% des impôts payés proviennent des 25% les plus riches des contribuables. Et puis, quand nous regardons le bas des 50%, nous voyons que seulement 2,3% de l'impôt sur le revenu, c'est ce que je dis ici, provient des 50% les plus bas. Mais rappelons-nous, le dividende Doge est simplement un paiement de 5 000 $ à chaque contribuable ou foyer de contribuables. Donc, c'est essentiellement une redistribution de richesses très similaire à ce que nous avons vu pendant la maladie de Servatius. Encore une fois, je ne dis pas que c'est mieux ou pire. Nous devons juste reconnaître cela. Si vous envoyez 5 000 $ à tout le monde, même aux personnes qui n'ont pas payé d'impôts, la vitesse de circulation de l'argent augmenterait probablement. Parce que vous envoyez cet argent à des personnes ayant une plus grande propension à dépenser, une plus grande propension à dépenser dans des domaines variés, contrairement aux dépenses du gouvernement dans des domaines très spécifiques. Par exemple, disons que l'USAID, l'AID, envoyait 100 milliards de dollars par an à l'Ukraine et à tous ces autres pays. Disons qu'ils essayaient d'influencer les médias et le gouvernement. D'accord, eh bien, cela ne va pas vraiment augmenter la vitesse dans l'économie domestique aux États-Unis. Mais si vous preniez ces 100 milliards de dollars et que vous les envoyiez simplement aux gens sous la forme de ce qui est effectivement un chèque de relance, alors vous allez probablement voir la vitesse augmenter. La demande agrégée augmente par rapport à la quantité de biens et de services et vous obtenez une situation similaire à celle que nous avons vue en 2021 jusqu'en 2022 où l'inflation des prix à la consommation, du moins pour les choses que vous achetez quotidiennement, augmenterait probablement de manière significative. Maintenant, je veux être très clair encore une fois, je ne dis pas que cela signifie que le gouvernement devrait dépenser cet argent et que les gens ne devraient pas le dépenser. Nous regardons cela objectivement et essayons de déterminer les compromis entre les deux options, le dividende ou la réduction du déficit. Donc, sur cette note, réfléchissons à ce qui arriverait au prix à la consommation si nous devions réduire le déficit à la place. D'accord. Eh bien, nous avons parlé de la contraction du PIB. La demande agrégée qui se contracterait probablement, et oui, cela pourrait potentiellement nous plonger dans une récession. Mais si vous réduisez la demande agrégée et que vous maintenez l'offre de biens au même niveau, que se passerait-il probablement avec les prix? Ils pourraient ne pas descendre, mais ils augmenteraient à un rythme plus lent. Laissez-moi vous montrer à quoi je fais référence. Regardons un graphique des années 1970 et de l'inflation des prix à la consommation, représenté par cette ligne rouge. Et vous pouvez voir que lorsque nous avons traversé des périodes économiques, les récessions des années 1970 ont mené à une désinflation dans les années 1980. Nous avons connu une véritable désinflation. Maintenant, je ne dis pas que les prix ont baissé, mais ils ont augmenté à un rythme plus bas ou plus lent. Et pourquoi cela? Parce que même dans une décennie inflationniste, lorsque vous avez une récession, la demande agrégée diminue. Par conséquent, vous allez probablement voir les prix baisser ou augmenter
à un rythme plus lent que ce qu'ils auraient été autrement, en supposant que la demande agrégée soit restée la même. Donc, les principaux enseignements de l'étape numéro 2, en regardant simplement les compromis, c'est que le dividende maintiendrait probablement le PIB au même niveau qu'il aurait été autrement. La réduction du déficit réduirait probablement le PIB, ce qui pourrait nous plonger dans une récession. Mais ensuite, quand nous regardons l'inflation, elle augmenterait probablement. Avec le dividende, les prix à la consommation augmentent. Peut-être pas autant que ce que nous avons vu pendant la maladie de cerveau, mais une dynamique similaire, où si nous réduisons le déficit, nous devrions nous attendre à ce que les prix ne baissent peut-être pas, mais soient plus bas qu'ils ne l'auraient été si nous avions versé le dividende. Et avant de passer à l'étape numéro 3, je veux souligner que si nous regardons cela à travers le prisme de ce que nous devrions faire moralement, alors je crois que nous devrions rendre l'argent aux personnes qui ont le plus contribué. Je sais que cela pourrait ne pas être une opinion populaire. Alors supposons juste un instant, nous remboursons 1 trillion de dollars grâce à ce dividende Doge. D'accord. Eh bien, si 25% des contribuables paient 90% des impôts, alors ils devraient recevoir 90% des 1 trillion de dollars de remboursement. Si vous ne faites pas cela, alors ce n'est qu'un autre plan de redistribution gouvernementale. Étape numéro 3. Donc, à mon avis, lorsqu'on fait une analyse coût d'avantage, il est bien mieux de réduire le déficit que de le faire. Qu'est-ce qu'un centre? Un schéma de redistribution de type planification? Mais la question plus importante est comment pouvons-nous devenir plus riches en tant que société? Comment pouvons-nous améliorer la situation des pauvres, de la classe moyenne, de l'ordinaire Joe et Jane? J'utilise toujours cet exemple dans mes vidéos, disons de l'ordinaire Joe sur une île déserte. Nous allons changer un peu les choses. Nous allons l'examiner sous un angle différent pour espérer bien faire passer mon message. Donc, la seule chose sur cette île est un palmier et 5 noix de coco. L'ordinaire Joe est naufragé là-bas, disons, mais il a ce coffre au trésor rempli de 5 dollars. Et disons que les autochtones ou ceux qui possèdent ce cocotier disent « Hey, nous allons te vendre ces 5 noix de coco, Joe. » Eh bien, à combien penses-tu que le prix de ces noix de coco va s'ajuster? Maintenant, très probablement 1 dollar. Par noix de coco, il a 5 dollars? D'accord. Mais maintenant, supposons un instant que l'ordinaire Joe soit naufragé. Pas avec 5 dollars. Mais supposons qu'il ait fait naufrage avec 5 000 dollars. Alors, à combien s'ajusterait le prix de chaque noix de coco? 20 $. Alors, Joe est-il mieux loti? Non. Parce qu'après l'ajustement des prix, il a toujours le même pouvoir d'achat. Il a toujours ces 5 noix de coco. Alors, qu'est-ce qui rendrait Joe plus riche? S'il avait plus de noix de coco, s'il y avait une offre de plus de noix de coco, tu vois, donc, à l'avenir, lorsque vous essayez de déterminer si quelque chose va être un bénéfice net pour la société, je vous encourage fortement à commencer par poser la question, est-ce que cela va aboutir dans la société en général, avoir accès à plus de biens et de services? Alors, ce dividende entraînerait-il un accès de la société à plus de biens et de services? Probablement pas. Que diriez-vous d'un tarif? Peut-être, mais nous devrions produire beaucoup de noix de coco aux États-Unis pour compenser les noix de coco. Nous importons actuellement vers les États-Unis. Et qu'en est-il de la réduction de la réglementation? Si nous réduisons la réglementation, la bureaucratie, les formalités administratives et que nous libérons l'entrepreneur américain,
Pensez-vous qu'il va pouvoir produire beaucoup plus que 5 noix de coco? Je pense que la réponse est absolument. Et la société, dans son ensemble, deviendra plus riche? C'est comme ça que vous bénéficiez aux pauvres, à la classe moyenne et à la moyenne, Joe et Jane. Donc, George Gammon préférerait se concentrer sur ceci que ça ou ça. Salut les gars, j'aimerais inviter personnellement chacun d'entre vous à assister au Rebel Capitalist Live de cette année. C'est la conférence incroyable que j'organise chaque année. Cela vous aide à construire un portefeuille à toute épreuve. Cela vous aide à accroître votre liberté personnelle et votre autonomie. Et cela vous aide également à agrandir votre réseau. En d'autres termes, vous aurez l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes partageant les mêmes idées, des camarades, capitalistes, rebelles. C'est à Orlando du 23 au 25. Les intervenants précédents ont inclus des personnes comme Robert Kiyosaki, Ron Paul, Peter Schiff, Mike Maloney, Lynn Alden, pour n'en nommer que quelques-uns. Donc, pour obtenir vos billets le plus rapidement possible et pour découvrir qui parle à la Rebel Capitalist Live de cette année, vous pouvez consulter le site rebelcapitalistlive.com. Et juste une petite information en avant-première, si vous prenez vos billets tôt, vous pouvez bénéficier d'une réduction. Parce qu'à mesure que nous nous rapprochons de l'événement, les prix des billets augmentent. Alors, n'attendez pas. Allez sur rebelcapitalistlive.com tout de suite et prenez vos billets. Et je vous verrai à Orlando du 23 au 25 mai.